Madame Elokadi Ebakissé, venez me rejoindre. Et donc, merci de prendre place sur cette table ronde Afrique Tech, notre croissance, risques et opportunités. Et vous êtes de Talents Awake. Que fait Talents Awake ? C'est une agence de conseil spécialisée dans le développement de l'influence qui officie en Europe et en Afrique et qui a aussi pour mission de mettre en lumière des projets, des talents à travers le continent et de faire le lien entre l'Europe et l'Afrique. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation et la scène est à vous. Merci beaucoup. Alors, on a eu une belle introduction qui fait le lien avec les points sur lesquels nous allons travailler, nous, au niveau de l'Afrique et la tech. L'idée, c'est simplement de remettre un peu les éléments en contexte, puisque le plan de développement stratégique de l'Union africaine 2063 place le numérique et la technologie au cœur de ses aspirations pour transformer le continent en un moteur de croissance durable. La technologie, les télécommunications et les services associés, comme l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les services financiers mobiles sont un peu le triptyque stratégique sur lequel ils aimeraient qu'on puisse investir. Et forcément, le continent se positionne aujourd'hui comme un véritable laboratoire d'innovation pour les entreprises locales et internationales, avec une population jeune et dynamique, et comme nous a été présenté par le président, un grand potentiel de croissance. C'est donc important que cette table ronde et ce sujet soient évoqués aujourd'hui pour bien faire comprendre quel est le potentiel qu'a le groupe Orange en termes de développement, de comprendre aussi comment ces risques existants peuvent être transformés en opportunités. Et pour ce faire, je vais appeler à me rejoindre mes panélistes. Anne-Solène Gay, qui est, sous vos applaudissements pour les encourager à venir ici, c'est pas toujours facile, hein, qui est associée avocate fondatrice de Bering, spécialiste du droit du télécom dans la zone Afrique. Je vais également appeler Jean-Michel Huet, sous vos applaudissements chaleureux et dynamiques, on sent que vous avez envie de les écouter, donc qui est associé chez Bearing Point, en charge de la zone Afrique et du développement international. Je vais également appeler Mathias Leoplodi, qui est CEO et fondateur de Julaya, une solution de paiement digital conçue par le marché professionnel en Afrique, et Dorothée Vignalou, qui est CFO Orange Moyen-Orient et Afrique. Non, je vais vous laisser comme ça. De toute façon, l'attention est sur vous, donc moi, je ne fais que poser certaines questions. Alors, pour démarrer, on a bien compris que l'Afrique était présentée comme le prochain grand marché pour la technologie. Et justement, pour comprendre les enjeux et ce qui fait Orange, je vais laisser la parole justement à Dorothée Vignalou pour qu'elle nous donne un panorama des actions d'Orange sur le continent africain. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, effectivement, pour dresser ce panorama, je vais commencer par rappeler que Orange a fait le choix d'investir en Afrique maintenant il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 17 pays. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ça représente quand même 160 millions de clients. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 3 Africains sur 10 qui sont clients Orange. Ça représente aussi, comme on l'a dit juste avant, ça va représenter cette année un peu plus de 7,5 millions de chiffre d'affaires. 7,5 milliards de chiffre d'affaires, bien sûr. Et avec une croissance à 2 chiffres pour la 2e année consécutive. Alors cette croissance, elle repose sur plusieurs moteurs. Le premier, c'est l'Internet mobile. Ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle aussi la data mobile. Et c'est plus de 50% de notre croissance. Ce qui est intéressant, c'est que sur la data mobile ou sur l'Internet mobile, on a encore un potentiel énorme que l'on n'a pas encore adressé. On a seulement, sur nos 160 millions de clients, moins de la moitié utilisent la 4G. Donc on a encore un nombre important de clients à couvrir et à aller chercher. Et puis, on a aussi des usages qui continuent à exploser. Et tous les 3 ans, on double quasiment le trafic mobile. Le deuxième moteur de croissance, c'est le fixe haut débit. Donc là encore, on est sur de la connectivité. On a, avec succès, décidé de déployer la fibre en Afrique. Et avec beaucoup de succès, on est en croissance à 2 chiffres, à plus de 20% sur le fixe haut débit. On est encore là aussi avec un potentiel énorme, puisqu'on a aujourd'hui 5 millions de foyers connectés. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de potentiel sur ce deuxième moteur de croissance. Au-delà de la connectivité, on est aussi très bien positionné en Afrique pour adresser tous les services digitaux.
On en a parlé tout à l'heure. Le premier d'entre eux, c'est évidemment tout ce qui tourne autour des services financiers mobiles avec Orange Money. Et là, c'est notre troisième moteur de croissance. Ça représente quasiment à égale distance avec égale valeur avec le fixe haut débit. Donc c'est quelque chose qui représente quasiment 10% de notre chiffre d'affaires, qui croît à plus de 15% par an. Les services financiers mobiles, c'est évidemment le cash-in, cash-out, c'est-à-dire la possibilité de retirer du cash et de déposer du cash sur son compte. C'est aussi évidemment les paiements, c'est le transfert d'argent. Et pour finir, c'est le microcrédit. Le microcrédit, on l'adresse sur quasiment tous nos pays, soit majoritairement à travers des partenariats avec des banques locales, mais aussi nous avons une banque en Afrique, Orange Bank Africa, qui est présente en Côte d'Ivoire, qu'on est en train de monter une succursale au Sénégal. Et donc, pour vous dire, en Côte d'Ivoire, on a 1,5 million de clients Tic-Tac, hein, c'est notre offre de microcrédit, qui donc peuvent disposer, grâce à cette banque, de crédits qui sont envoyés avec une valeur moyenne de 100 millions, décidément aujourd'hui, de 100 euros. Ça, c'est le microcrédit. Voilà. Au-delà des services financiers mobiles, là maintenant, on est sur les futurs relais de croissance. Donc on explore évidemment tout ce qui tourne autour de l'énergie avec notre offre Orange Énergie, où on cherche à faciliter l'accès de nos clients à tout ce qui est offre d'énergie solaire, donc toutes les box qu'ils peuvent mettre chez eux. Et puis, on a lancé, je pense que vous avez suivi ça aussi, il y a quelques mois, notre super app Maxit. Donc Maxit, c'est une super app qui agrège un ensemble de services digitaux, au-delà des services financiers mobiles, bien sûr, qui font partie de Maxit. Vous allez retrouver des offres de e-commerce, de streaming, de jeux vidéo. Voilà. On est en train de déployer cette solution très rapidement et on devrait couvrir l'ensemble des pays en fin d'année. Alors, il y a juste l'Égypte qui va arriver en début d'année 2025, mais donc à très court terme, tous nos pays tous nos clients en Afrique pourront utiliser cette offre Maxi. Bon, voilà. Au global, pour terminer, je dirais que nous sommes aujourd'hui, en termes de nombre de clients, maintenant le deuxième opérateur africain, derrière MTN, juste devant Vodafone. Et sur les 17 pays sur lesquels nous opérons, ça c'est important, on est très fort. On est numéro 1 sur une grande majorité de ces pays. Et on gagne d'ailleurs, chaque année, on a 1 ou 2 pays qui passent numéro 1. Ça a été le cas cette année pour Botswana et le Cameroun. Et dans les autres, quand on est numéro 2 ou numéro 3, on est des numéros 2 ou numéro 3 très forts, très bien positionnés. Merci beaucoup pour ce panorama. Ah, vous pouvez applaudir. Hein. Je vous en prie. L'idée, grâce à ce panorama, on reviendra à tirer quelques éléments qu'on développera au cours de cet échange. Ce qui va être important là, c'est de se dire, mais comme l'a annoncé votre président dans la première partie, il y a un contexte aussi qui va être important. Donc je propose qu'ensemble, on puisse dans un premier temps évoquer ce qui pourrait être des risques et des enjeux pour ensuite aller voir quelles sont les opportunités qui pourraient être traitées. Et donc, on va commencer par l'aspect réglementaire, forcément, réglementaire et puis fiscal. Donc, je vais m'adresser à vous, Madame Anne-Solène Gay. Quelles sont les réalités réglementaires et fiscales auxquelles les acteurs de la tech doivent faire face aujourd'hui sur le continent? Merci Léo Kadi, bonjour à tous. Oui, sur le plan réglementaire, le contexte juridique et fiscal est compliqué pour les acteurs du numérique. D'abord, c'est peut-être une évidence pour certains, mais on a affaire à un continent fragmenté sur le plan linguistique déjà, hein, très basiquement, puisqu'on a des pays francophones, des pays lusophones, des anglophones et quelques pays lusophones. Donc ça, c'est une complexité. On est aussi en présence d'une dualité de systèmes juridiques, puisque l'on a des pays qui sont de droit civil, c'est-à-dire d'inspiration plutôt d'Europe continentale, avec des systèmes juridiques basés sur la loi, sur les textes, et puis des pays plus d'inspiration anglo-saxonne, qui, eux, sont plus fondés sur les décisions de justice. Donc, voilà.
voilà, on a déjà ces différences-là. Et puis, fondamentalement, on a une absence d'harmonisation sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'en droit des affaires, on a quand même un travail de longue haleine qui a été mené par l'OHADA, l'organisation d'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Mais cette harmonisation est effective seulement pour les 17 États membres, alors qui, par chance, sont quand même, grosso modo, les pays d'Orange MEA. Donc, ça coïncide en grande partie, mais comme son nom l'indique, c'est une harmonisation qui n'est que pour le droit des affaires, donc le droit général des affaires, c'est-à-dire l'arbitrage, le droit des sociétés, le droit des contrats, etc. Ça n'est pas le cas aujourd'hui massivement pour ce qui est des sujets liés aux nouvelles technologies. Donc grosso modo, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a plus de 50 pays en matière de tech et plus de 50 réglementations. À cela, j'ajouterai une difficulté supplémentaire, qui est qu'on a affaire à des décisions judiciaires qui sont peu publiées. On ne peut pas voir se dégager une jurisprudence très claire. Donc, quand on a des contentieux, ce n'est pas facile à gérer. On a aussi le fait que quand on a des contentieux contre l'État, très souvent, la décision est partiale. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à gérer pour les acteurs de la tech qui sont parfois amenés à traiter avec les États. On a aussi une problématique assez basique qui est que l'accès au texte est difficile. Très concrètement, ce n'est pas toujours facile de trouver le dernier arrêté qui a été adopté, etc. Donc, basiquement, on a un problème d'accès au texte. Donc concrètement, hein, ça a des implications extrêmement pratiques. Pour un acteur de la tech aujourd'hui qui veut s'implanter en Afrique, ce n'est pas toujours facile de savoir de quel régime juridique il relève, de savoir très basiquement s'il a besoin d'une autorisation, d'une licence, et s'il a besoin d'une licence, de savoir quel est le processus pour l'obtenir, de savoir quel est le calendrier et quelles en sont les conditions. Donc vous le voyez, sur le plan juridique, ce n'est pas aisé. Sur le plan fiscal, la situation n'est pas facile non plus. La fiscalité pèse lourdement sur le secteur du numérique. Alors c'est une fiscalité, on a déjà la fiscalité générale, bien entendu, et à cela s'ajoute une fiscalité sectorielle qui vient encore plus alourdir la charge fiscale des acteurs. Les opérateurs télécoms, hein, en particulier, et Orange est bien placé pour le savoir, sont souvent vus comme une manne par les États, comme un acteur qui est un peu deep pocket et sur lequel finalement on peut aller collecter du revenu pour l'État. De ce fait, ils sont souvent assujettis à une fiscalité qui est excessive. Alors, en plus, on a un peu un biais qui est dans les télécoms. On a un peu tendance à assujettir les opérateurs à une fiscalité assise sur le chiffre d'affaires, ce qui, si vous voulez, grève la capacité d'investissement de l'opérateur. Donc, c'est assez délétère du point de vue de l'opérateur. Et c'est aussi néfaste du point de vue du pays. C'est le cas, par exemple, de toutes les contributions sur le service universel qui sont dans les 3/4 des pays à 3% du chiffre d'affaires et qui pèsent lourdement sur la capacité d'investissement des opérateurs. Et puis, les opérateurs sont un peu aussi une variable d'ajustement. Où quand on a un besoin budgétaire, on a recours à des sanctions. Et puis, du coup, le régulateur télécom prononce des sanctions. Alors, c'est généralement les trois opérateurs mobiles du pays qui font les frais de la sanction. Et alors, c'est au prétexte d'un défaut de qualité de service, généralement. Et donc, on les pénalise très lourdement avec des sanctions pécuniaires extrêmement élevées. Bref, vous l'aurez compris, mener un projet numérique en Afrique, ce n'est pas aisé, ni sur le plan réglementaire, ni sur le plan fiscal. Merci beaucoup. Alors, on amènera quelques éléments aussi favorables sur cette partie. Je vais me rapprocher de Jean-Michel Huet. Vous avez rédigé un dernier ouvrage là, qui s'appelle « L'Afrique 4.0, la révolution digitale », dans laquelle vous analysez la dynamique numérique qui transforme l'Afrique, et puis vous mettez en avant qu'on est rentré dans l'ère des télécoms. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir nous indiquer quels sont les principaux risques et enjeux que vous avez identifiés dans le développement de la tech en Afrique. Oula, on a 2 heures. Non, il y a plein de sujets, mais très clairement, c'est vrai que l'histoire des télécoms, finalement, en Afrique est assez récente. Je vous rappelle qu'en 2003,
Donc il y a 21 ans, le nombre d'Africains qui avaient un accès télécom, même de base de la voix, c'était 3%. Aujourd'hui, les vrais chiffres sont autour de 60-65%. Je parle vraiment des individus. Donc c'est encore un tiers qui n'ont pas d'accès. Mais je rappelle que pour passer de 3 à 65%, la France a mis 80 ans. Donc on voit qu'il y a une accélération. Cela dit, pour moi, un des enjeux clés, c'est qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Il y a encore beaucoup d'Africains qui n'ont pas accès aux télécoms. Il y a des inégalités entre les pays enclavés et les pays non enclavés. Il y a des inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Et je rappelle qu'encore aujourd'hui, la majorité des Africains sont en zone rurale. Ça devrait se basculer cette année prochaine ou la suivante avec une majorité en ville. Mais il y a encore beaucoup de gens en zone rurale. Et puis d'un point de vue télécom, ce n'est pas évident de couvrir des grands espaces. L'Afrique est immense. On parle de paiement mobile. Et d'ailleurs, Orange est quand même le deuxième acteur à avoir lancé une offre de paiement mobile. Après M-Pesa, donc vous faites partie de ceux qui ont innové. Et le paiement mobile est un vrai cas d'usage extraordinaire en Afrique, mais tous les Africains n'ont pas encore accès au paiement mobile et les usages sont très limités à l'envoyer de l'argent de personne à personne. On n'est pas encore dans le commerçant, donc on est au début de l'histoire. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Vous écrivez cette histoire, on est au début. Donc il y a encore plein de choses à faire sur un continent qui est en pleine explosion. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec les chiffres. Il y a 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui en Afrique. Dans 25 ans, il y en aura 2,4. Les projections de l'ONU sont qu'en 2100, il y aura autant d'habitants en Afrique qu'en Asie. Et comme le disait Rémi Rioux, qui est le directeur général de l'AFD, dans 20 ans, 40% de la jeunesse mondiale sera africaine. Parce que beaucoup de pays n'ont pas encore finalisé leur transition démographique. C'est plus l'Asie. L'usine du monde demain, en termes de salariés, ce n'est plus l'Inde ou la Chine, c'est aujourd'hui l'Afrique. Donc dans les enjeux, on est au début de l'histoire sur un territoire qui est en croissance tout à fait importante. Et on sait très bien que dans le business télécom, c'est un mix entre bien sûr l'ARPU et le revenu, mais aussi le nombre d'utilisateurs. Donc l'avenir est aussi là-bas. Donc oui, les enjeux sont importants. Et vous évoquez les risques. Moi j'en vois deux principaux. Alors risques ou freins aujourd'hui pour les télécoms en Afrique et qui ne sont pas inhérents aux opérateurs télécoms parce que le problème, c'est pas le spectre, c'est pas l'argent, c'est pas la finance, ça manque pas en Afrique. Les deux aujourd'hui éléments qui sont des freins potentiels pour tout opérateur télécom, quel qu'il soit, ou tout acteur du numérique en Afrique, c'est d'une part l'électricité. On est encore sur le continent où l'électricité est entre guillemets la plus rare. On estime que dans le monde, il y a 1 milliard d'individus qui n'ont pas accès normalement à l'électricité. 600 millions sont en Afrique subsaharienne. Et le gros du reste est en Inde. Donc, malgré tout, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, et je suis désolé, on peut être le meilleur opérateur du monde, un opérateur télécom, sans électricité, ça a quand même un peu de mal à fonctionner. On peut avoir un peu de pétrole pour les antennes, mais quand même, ce n'est pas idéal. Donc, c'est une vraie question en Afrique, et c'est un vrai frein pour tous les acteurs du numérique, et pour l'économie, c'est l'électricité. Orange, d'ailleurs, investit un petit peu dans ce domaine-là, mais c'est un risque potentiel. Et le deuxième risque, il est plus humain, c'est les compétences. On a besoin en Afrique de jeunes qui sont formés. Malheureusement, le système d'éducation en Afrique n'est pas aussi évolué qu'en Europe. C'est une réalité. On estime qu'aujourd'hui, si je prends un domaine dans le numérique, il manque en Afrique 5 à 6 millions de codeurs, c'est-à-dire de jeunes Africains qui aujourd'hui pourraient avoir un job. Ils ne l'ont pas parce que, je crois que d'ailleurs on va en parler, mais quelque part c'est aussi un frein. Et Orange, vous avez la chance en tant qu'opérateur d'être une marque connue, internationale, donc ça attire les talents. Mais bon, là, on ne parlait pas que d'Orange, on parle de l'ensemble des acteurs du télécom. Malheureusement, tous les autres ne peuvent pas autant attirer qu'Orange. Et aujourd'hui, et Orange tout seul, ce n'est pas lui qui fait tout l'écosystème télécom. Et attirer les talents, développer les compétences est aussi un enjeu. Et c'est une forme de risque aussi sur le continent. Merci beaucoup. Ça permet de faire la transition justement avec Mathias Léoplodi. Alors, on a parlé de cette jeunesse sur le continent, on parle aussi de cette mondialisation des compétences et puis peut-être de cette rareté. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience à ce niveau-là ? Bonjour à toutes et à tous. Merci à Lasgo pour l'invitation. Bon, c'est pas moi sur la photo, c'est mon associé, mais on est interchangeables. Oui, j'ai pas changé comme ça. Donc, juste pour la petite histoire, donc nous, on est un peu la souris dans la pièce puisqu'on est une participation d'Orange via le fonds Orange Ventures, dont Rémi est ici présent en premier rang, que je salue. Et donc, Orange a investi chez nous en 2021 via un premier ticket sur un tour de table, et puis a réinvesti son prorata en 2022, et également vient de réinvestir là sur un tour de table qu'on a fait. Donc, en termes de participation au capital, en pleinement dilué, le groupe Orange, via le fonds donc Orange Ventures EMEA Champions Fund 1, possède à peu près 4%. Donc, si je ne me trompe pas, Lasgo a 8%
des parts de Orange, donc ça doit faire quelque chose comme 0,42%. Encore sur des chiffres, bon. Donc vous êtes quand même des actionnaires salariés de chez nous aussi. Ce qu'on fait, c'est on a créé Julaya en 2018 et notre activité, c'est construire sur l'infrastructure que les telcos ont mis en place, donc notamment le mobile money, à destination des entreprises. Donc nous, on ne va travailler que sur du B2B, donc on n'est pas du tout sur le segment B2C qui est le segment phare des opérateurs, et on va leur permettre de construire sur ces technologies telco pour pouvoir accéder à des nouveaux moyens de paiement. Concrètement, payer des salariés qui ne seraient que sur des portefeuilles de monnaie électronique d'Orange et des concurrents d'Orange, ou collecter leurs espèces dans les points de proximité que les telcos ont créés via leur réseau de distribution, donc le réseau d'agents mobile money. Donc c'est ça notre activité. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les... Voilà. On reviendra dessus, mais c'est surtout sur les compétences. Voilà, donc sur les compétences, nous on est une équipe de 60 personnes. Moi je suis basé à Abidjan, c'est pour ça normalement je n'étais pas censé être à Paris, mais finalement je me suis retrouvé par hasard. Et donc, on a, comme le disait Jean-Michel, en fait, aujourd'hui, quand vous regardez sur les pools de talents, notamment sur la tech, il y a un déficit de compétences énormes qui sont liées à plusieurs données de marché. Mais nous, je dirais, le plus gros risque et le plus gros enjeu qu'on a, c'est comment attirer ces talents qui sont captés par des grands groupes. Vous avez des marchés comme le Kenya, où tous les développeurs sont trustés par Microsoft, Apple, Facebook, voilà, payés en dollars, offshore, etc. Donc c'est très compliqué de rivaliser. Je dirais que la fibre sur laquelle nous on joue, elle est double. Elle est déjà sur ce qu'on appelle les repats. Donc on va aller chercher des talents qui vont avoir travaillé à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, et qui ont envie de revenir, donc nous en Côte d'Ivoire pour nous. Donc par exemple, notre directrice Customer Support, elle était pendant 15 ans au Canada dans les banques. Notre directeur commercial, il travaillait pour Oracle pendant 15 ans aussi, mais il a travaillé sur les marchés africains. Donc voilà, c'est un peu cette stratégie. Et puis deuxième chose aussi, la deuxième fibre, c'est qu'on a accès, et ça c'est spécifiquement lié au fait que notre holding est en France, à des moyens d'incitation salariés qui n'existent pas encore sur ces marchés, notamment l'équivalent stock options. Donc nous, le fait d'avoir une holding en France nous permet de distribuer des BSPCE, donc bons de souscription de parts créateurs d'emplois dans la terminologie juridique. Et ça, c'est très intéressant pour deux choses, parce que déjà, la loi française a modifié le fait qu'on puisse le distribuer à des salariés d'entités étrangères, à partir du moment où la holding possède au moins 25% du capital de cette... Nous, on possède à quasiment 100% les filiales. Et puis, deuxième chose aussi, depuis cette année, la DGFiP a reconnu la possibilité d'appliquer une décote sur les BSPCE. Et donc, cette décote, nous, on a fait une évaluation via un expert, elle est estimée pour nous à 67%, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a voté, il y a un mois et demi, un pool de BSPCE pour les salariés de 10%, avec une décote de 67%. Donc, une plus-value immédiate à la revente de 67%. Et ça, c'est très avantageux, parce que ça permet de motiver ces talents, parce qu'avec les niveaux de salaire compétitifs que vous pouvez ne pas forcément avoir avec le cash que vous avez, parce que Orange n'a pas investi assez d'argent chez nous pour qu'on puisse payer. Et donc, on est capable de distribuer ces mécanismes très incitatifs et pallier plus ou moins, et donc d'avoir des talents qui, normalement, on ne pourrait pas se le permettre, mais grâce à ces mécanismes, on peut. Merci beaucoup pour cette première partie. Est-ce que vous souhaitiez rajouter un élément, rebondir sur un point, Madame Dinalou ? Non, peut-être dire qu'effectivement, tous ces risques qu'on a listés, ce sont des risques qu'on adresse au quotidien chez Orange, bien sûr. Et je pense que la meilleure façon de les adresser, notre meilleure réponse, c'est l'ancrage local. Et c'est ce qu'on a vraiment renforcé maintenant depuis une petite dizaine d'années. Ça veut dire quoi l'ancrage local ? Ça veut dire qu'on a un modèle opérationnel qui est vraiment ancré sur le continent, avec notre siège opérationnel maintenant qui est à Casablanca. Sur le défi des compétences, on a essayé justement dans tous les domaines qui nécessitent une expertise rare, on a mutualisé ces domaines, mais on ne les a mutualisés pas en France, on les a mutualisés sur le continent. On a 3 hubs régionaux qui sont à Dakar, Abidjan et Casablanca et qui adressent pour l'ensemble des 17 pays tous ces domaines. On l'a dit tout à l'heure, l'ancrage local, c'est aussi qu'on opère rarement seul. On a dans l'actionnariat de nos filiales, on n'est pas seul, on est avec des partenaires privés ou publics. Et donc ça, ce sont des relais qui sont essentiels, notamment sur les sujets fiscaux réglementaires, qui peuvent venir nous aider.
Et puis peut-être une troisième marque de cet ancrage local, c'est le fait qu'on a une stratégie vraiment où on veut essayer d'avoir un partage équitable de la valeur et d'œuvrer aussi pour l'inclusion digitale et numérique. Et là, quand on parle des compétences, on a mis en place des Orange Digital Center dans l'ensemble de nos pays. C'est un succès, beaucoup de succès. On est en train de créer des succursales de nos Digital Centers, de nos Orange Digital Center. Alors, qu'est-ce que c'est un Orange Digital Center? C'est principalement 3 choses. C'est une école du code. On a eu plus d'1 million de bénéficiaires à ces écoles-là. Donc, c'est des écoles de code qui sont principalement centrées sur les jeunes et les femmes. C'est un accélérateur de start-up, avec aussi Orange Venture Africa, qui est le fonds d'investissement du groupe, qui peut aussi investir dans ces start-up, dans les plus performantes. Et puis, c'est aussi des Fab Labs qui permet à ces start-up ou aux étudiants de venir utiliser des équipements numériques haut de gamme pour contribuer à leur projet. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément. Alors du coup, ça nous fait passer sur la deuxième partie de cette table. On a toujours besoin du réglementaire. C'est vrai que tout à l'heure, vous me disiez peut-être que c'est peut-être un peu dur et sombre. Peut-être que là, vous pourriez justement, Anne-Solène Gay, nous a parlé un peu des évolutions positives que vous constatez. Oui, alors effectivement, après vous avoir brossé un tableau bien sombre, il faut quand même que je vous dise qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc on a des aspects positifs qui se dessinent. D'abord sur le plan réglementaire, on sent une véritable amélioration avec un effort d'harmonisation. Alors à l'échelle du continent, des initiatives de l'Union africaine, mais aussi et surtout Alliance Smart Africa qui regroupe un nombre croissant de pays et qui est très dynamique, notamment sur les sujets digitaux. Donc ça, c'est à l'échelle du continent. À l'échelle régionale, on a aussi un effort d'harmonisation qui est conduit par les organismes régionaux. Je pense notamment à la CEDEAO qui a adopté une directive en matière de cybersécurité et en matière de data protection. Je pense aussi à l'effort qui a été mené par les banques régionales pour créer un cadre et un socle commun pour la FinTech qui est relativement abouti. C'est le cas de la BEAC en Afrique centrale et de la BCEAO en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est quand même des choses qui facilitent le fait de conduire un projet digital en Afrique. Au niveau national, on a aussi un effort quand même des pays pour structurer les textes. On a des pays qui adoptent des codes du numérique qui regroupent les textes de tous les secteurs qui touchent au numérique. Alors, les télécoms, bien sûr, mais aussi la cybersécurité, la data protection, le e-commerce, l'identité numérique, la signature électronique, etc. Donc, on a un véritable effort quand même pour rendre le cadre réglementaire plus lisible. Du côté des pouvoirs publics aussi, on sent une évolution positive. D'abord, on a des régulateurs qui sont bien établis, qui se professionnalisent et qui du coup deviennent des interlocuteurs extrêmement pertinents pour les opérateurs. Du côté des pouvoirs publics, que ce soit les ministères ou les autorités de régulation, on sent aussi désormais une véritable volonté de dialogue. On est plus dans la recherche d'un compromis, dans une coopération avec les opérateurs qu'on a pu l'être par le passé. Le meilleur exemple, je dirais, c'est quand on renouvelle une licence. Aujourd'hui, on est presque dans un travail de coécriture avec le régulateur, alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on vous aurait envoyé le cahier des charges, c'était à prendre ou à laisser, et c'était tout. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un travail de coopération entre l'opérateur et le régulateur. Sur le plan de la fiscalité également, les choses s'améliorent doucement. D'abord, les sanctions pécuniaires dont je vous ai parlé précédemment, qui ont encore cours, de plus en plus, elles sont transformées ou on parvient à les faire transformer en engagement d'investir, ce qui évidemment est quand même beaucoup plus bénéfique pour l'opérateur et beaucoup plus vertueux pour le pays. Donc ça, c'est une évolution
qui va dans le bon sens. On a aussi les fonds de services universels auxquels les opérateurs doivent contribuer, comme je vous l'ai dit, qui désormais acceptent de plus en plus le principe du pay or play. C'est-à-dire que l'opérateur a le choix entre payer, contribuer financièrement, ou s'engager à investir à due concurrence des montants dans la densification de son réseau, le déploiement, le désenclavement de zones rurales, etc. D'ailleurs, c'est une option que Orange a retenue dans certains pays, le Sénégal, je crois, et notamment le Burkina Faso. Et enfin, on peut aussi, quand on a un projet digital, un projet, mais forcément un projet avec de l'investissement, donc là ce qui nous intéresse c'est dans le secteur de la tech, on peut aussi aller voir les autorités et négocier ce qu'on appelle des agréments fiscaux, c'est-à-dire que sur un projet d'investissement sur par exemple 5 ans, on va convenir avec l'État d'un régime allégé et donc d'avoir des exonérations ou des réductions sur des impôts, par exemple sur les droits de douane ou sur la TVA. Donc ça, c'est aussi un caractère facilitateur pour mener des projets. Et puis, de manière générale, vraiment, on sent, même si ce n'est pas encore forcément suivi des faits, une véritable réflexion dans les pays sur le niveau adéquat de taxation du digital. Merci beaucoup. Donc, le réglementaire et le fiscal peuvent être des soutiens. Il y a aussi le développement de l'IA et du numérique qui va avoir un impact sur l'écosystème. Et donc, je vais me rapprocher de vous, justement, Jean-Michel Vieux, pour savoir quel est, de votre point de vue, l'impact climatique du numérique en Afrique. Il y a plusieurs éléments. D'une part, effectivement, les technologies en Afrique jouent un vrai rôle. C'est parce que c'est l'Afrique qu'il faut penser que tout est en retard. Alors certes, on est plutôt sur le déploiement 3G, 4G que 5G encore. Mais les télécoms, le numérique, remplacent des infrastructures défaillantes par ailleurs. Il y a 400 000 villes ou villages en Afrique. Les 2/3 ont un accès télécom, 3G, 4G. Moins de 30% ont un accès routier. Donc quelque part, on se rend compte que c'est aussi un enjeu parce que quelque part, la logistique, par exemple, va être facilitée par les télécoms parce qu'il peut y avoir un système de substitution. Quand on parle des technologies, un des continents où la blockchain est le plus développée, c'est l'Afrique. Ça peut surprendre. Et je ne parle pas de bitcoins, mais je parle des logiques telles que les smart contracts, telles que les monnaies électroniques de banque centrale sur base de blockchain, parce que ça remplace la blockchain en tant que tiers de confiance, et bien des tiers de confiance qui sont absents, tels que, pour prendre quelques exemples, les notaires, les banques, etc. Le premier pays au monde qui a décaissé une partie de son budget via la blockchain, et pas encore une fois en tant que monnaie, mais en tant qu'outil pour s'assurer que les décaissements ont lieu aux bons endroits, c'est le Burkina Faso. C'est pas la Corée du Sud, c'est pas le Japon ni les États-Unis. Et vous évoquez l'IA, on est dans le même cas où aujourd'hui il y a des cas d'usage très concrets de l'IA en Afrique, alors qu'ils ne sont pas ceux qu'on a dans la Silicon Valley, on est bien d'accord, mais qui sont adaptés à la frugalité ou du moins au contexte local. Pour vous donner 2-3 exemples, et je vais revenir sur cette dimension climat, on utilise l'IA en Afrique aujourd'hui pour développer tout ce qui est industrie créative et culturelle, qui est une industrie importante en Afrique. Autre exemple, et là je vais aller sur votre question sur le climat, parce que ça montre qu'il y a une jonction entre les deux. Aujourd'hui, même les Américains, les Brésiliens, pour la forêt amazonienne, viennent voir ce qui se passe en Afrique pour l'usage de l'IA pour la protection de la biodiversité. Alors comment ça se passe tout simplement ? C'est le bon mélange entre les photos satellites, on évoquait les satellites tout à l'heure, associé à de l'IA, ça permet de lutter contre le braconnage, contre la chasse illégale, et d'intervenir tout de suite, d'envoyer les rangers, parce que là, il se passe quelque chose qui n'est pas normal, que l'être humain a peut-être vu 2 jours après, le temps d'analyser toutes les photos, alors qu'avec de l'IA, tout de suite, on peut dire il y a une alerte. Même chose pour la pêche. Aujourd'hui, on utilise ces technologies pour lutter contre les méfaits, quelque part, ou les risques sur la biodiversité. Alors après, par rapport à votre question sur ces technologies par rapport aux enjeux climatiques, c'est pas une question facile parce que à la fois on voit que ça est important. Aujourd'hui, l'un des enjeux, je dirais, sociétaux majeurs en Afrique, c'est l'inclusion financière notamment des femmes. On a besoin du numérique et l'Afrique a besoin du numérique pour son développement. Tout passe pas par le numérique, mais une grosse partie va passer par le numérique. Donc oui, l'Afrique a besoin du numérique pour le développement. Le numérique peut aider, l'exemple de la biodiversité, sur ces questions-là. Après, vous allez me dire, oui, mais le numérique a peut-être un coût. Et c'est clair que si tous les Africains avaient la consommation numérique d'un Américain, là, la planète va encore plus mal. On a fait plusieurs études pour essayer de voir justement quels étaient ces impacts. Et contrairement à ce qu'on peut penser souvent, la vraie question, ce n'est pas les infrastructures.
il y a 2 points qui posent problème par rapport au numérique en Afrique. Le premier, c'est les data centers, qui sont importants pour l'IA. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le data center en lui-même qui est un problème. C'est qu'on estime que 15% des internautes dans le monde sont en Afrique, seulement 1%, moins d'1% même, des data centers sont en Afrique. Et une des raisons, c'est que le problème des data centers, il faut le refroidir. Donc déjà, il faut être dans un élément pas très chaud. L'Afrique, c'est mal barré. Et pour le refroidir, il faut déjà de l'eau, ce qui n'est pas toujours facile, mais surtout, il faut de l'électricité. Et là, je reviens à mon point de tout à l'heure. Donc en fait, c'est pas tant le vrai problème, c'est justement l'accessibilité, je vous le disais, à l'énergie et à l'électricité. Et en fait, quand on parle de cette question du numérique en Afrique versus l'impact climatique, en fait, le vrai et le principal problème, il est là. C'est le recyclage des téléphones, notamment des batteries. Et ça, c'est le sujet numéro 1, parce que les antennes, il y en a quelques milliers, les téléphones, il y en a quelques dizaines de millions. Et toutes sont des batteries. Et en fait, l'un des sujets numéro 1 aujourd'hui en Afrique, et c'est pas que Alors, le téléphone mobile est très concerné parce qu'il y a des gros volumes, mais tout ce qui est les réflexions sur les voitures électriques ou les bus électriques en Afrique, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment traiter les batteries en Afrique, car il n'y a quasiment aucune usine de recyclage. Et le problème des batteries, que ce soit celle des voitures ou des téléphones, c'est que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas prendre ni l'avion, ni les cargos une fois qu'elles sont utilisées, à cause des risques d'incendie, donc elles doivent rester en Afrique. Et donc l'alerte numéro 1 qu'on a de ce point de vue-là, et là où c'est encore plus compliqué à gérer, c'est que ce n'est pas une alerte en 2025, c'est une alerte pendant 3, 4, 5, 7 ans. Mais il va falloir créer tout un écosystème, toute une structure sur le recyclage des téléphones mobiles et notamment des batteries. Et c'est ça le problème numéro 1. Merci beaucoup Jean-Michel Huet. Alors on va rebondir sur un point que vous aviez traité. On a parlé bien sûr de cette partie climatique, mais on a aussi parlé de la capacité qu'a cette technologie de rentrer un peu dans le côté village rural. Et je pense que chez Julaya, chez vous, vous avez créé une application qui permet justement de mieux suivre un peu les traces des financements, qu'on soit un marchand sur le marché, qu'on soit une TPE, une PME. Je voudrais que vous puissiez nous dire un petit peu en quoi cette application, en tout cas, favorise le suivi, le tracé de ces transactions financières. Donc peut-être juste pour revenir à l'intervention du président du conseil d'administration sur la corruption. Et il faut savoir que jusqu'au début des années 2000, on pouvait écrire dans son compte de résultat charge corruption d'agents publics à l'étranger. Voilà, ça c'était possible. Bon, chez tous les groupes, hein, c'était possible dans la loi française. Et puis après, bon là on est en période de Noël, il y a eu la loi Sapin, Sapin 2, etc., qui a fait que c'était plus possible. Et aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, ça va être, on va dire, le gros point de différenciation entre certains groupes occidentaux et d'autres groupes, d'autres multinationales. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que sur les technologies sur quoi on construit, notamment le mobile money d'Orange Money, permet de, on va dire, mettre sur un niveau de level playing field des acteurs sur la transparence. Et c'est très important parce que avant, les économies sont encore majoritairement cash-based dans nos régions, notamment sur le paiement. Mais avec ces transformations qui arrivent, la traçabilité des paiements, vous arrivez à la fois à réduire la corruption publique, mais aussi à améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur privé. Et donc nous, juste pour donner des exemples, mais pour ceux qui aiment le foot, par exemple, vous savez, la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière. Voilà. Suivi, oui. Nous, on a beaucoup de clubs de foot qui nous utilisent pour payer les joueurs. Et vous aviez en fait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas payés à leur juste prix parce qu'il y avait des sommes qui disparaissaient par-ci, par-là. Et donc, avec la traçabilité, voilà, ça a permis du fait que les joueurs qui sont dans les centres de formation soient payés au juste prix et reçoivent leur salaire. Je donne un exemple. Maintenant, sur l'efficacité opérationnelle, si vous allez dans les rues d'Abidjan, pour nettoyer les rues, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière, vous avez à peu près 5-6 000 personnes qui nettoient les rues chaque jour. Et donc, avec notre plateforme, par exemple, aujourd'hui, elles sont payées sur leur portefeuille de monnaie électronique. Elles n'ont plus à se lever à 4 heures du matin pour recevoir leur salaire. Elles sont payées instantanément. Voilà. Donc, l'accent sur la transparence. Merci beaucoup. Alors, bon, je sais, mes chers panélistes, vous avez beaucoup de choses à dire. On est contraints par le temps. Je viens d'avoir un petit signal. Donc, en fait, on mettra le mot de la fin sur vraiment le mot de la fin tourné vers le futur de la tech en Afrique de façon très concrète pour qu'il y ait une croissance durable. Quel serait le point sur lequel vous voudriez attirer l'attention, sur lequel vous voudriez rebondir, qui permettrait d'avancer? Je pense qu'il y a des choses au niveau réglementaire, il y a des choses... Une petite question un peu... alors je vais embêter un petit peu Jean-Michel Huet, mais ce serait une question de se dire, voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de l'IA, est-ce que l'Afrique aujourd'hui
est déjà enclenché dans cette dynamique. Et puis, je laisserai Mathias Léopoldine nous faire aussi son mot de la fin sur qu'est-ce qui pourrait ramener de la croissance. Je vous laisse démarrer. C'est pour le mot de la fin, oui. Alors, mot de la fin, j'ai envie de rebondir sur ce qui était évoqué juste par mes deux voisins juste avant, c'est sur le rural. Oui. Le potentiel, le fait qu'on a encore aujourd'hui 58, ça concerne 58% d'Africains effectivement qui sont dans le rural. Nous, dans les 17 pays que Orange couvre, on considère qu'il y a à peu près 70 millions de clients qui ne sont pas couverts. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on avait du mal à apporter une réponse parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui soit à la fois rentable financièrement, qui puisse aussi supporter les besoins d'énergie, etc. Et là, les développements technologiques, pour apporter une note d'optimiste, les derniers développements technologiques apportent des réponses. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on essaye d'adresser. On s'est fixé un plan pour construire 15 000 sites dans les 5 prochaines années en zone rurale. Et on arrive à mettre en place un système qui soit rentable parce qu'on a des nouveaux sites qui sont complètement solarisés, qui embarquent aussi ce sont des sites dans des villages qui sont évidemment solarisés et qui intègrent tous les services aussi autour des services autour de l'agriculture, autour de l'éducation, évidemment les services financiers mobiles, au-delà de la connectivité. On arrive aussi pour financer ça, à être soutenu par les États dans certains cas, soit en direct, soit via les bailleurs de fonds, à utiliser le service universel, enfin les montants qui ont été collectés au titre du service universel. On arrive, donc voilà, tout ça, on arrive à le mieux en mieux le coordonner pour proposer cette solution et arriver à créer de la valeur pour tout le monde dans le rural. Voilà. Donc ça, c'est un peu le nouveau projet côté Orange et on est plutôt optimiste sur le fait qu'on va réaliser. Alors peut-être pour terminer sur les terminaux, on a vu aussi la dernière innovation en termes de terminaux. Ce sont des terminaux qui sont en mode cloud, qui sont autour de $14. Et avec un terminal à $14, on peut regarder des vidéos et faire de l'Internet mobile. Donc ça aussi, donc ça vient côté batterie, etc., ça permet d'adresser un certain nombre de sujets. Donc pour moi, l'innovation technologique, elle nous permet, elle a pas mal avancé ces derniers temps sur tous les sujets et elle doit nous permettre d'adresser ce type de besoin. Merci beaucoup pour ce mot de la fin avec ces 2 points d'ouverture. Jean-Michel. Alors, sur l'IA, j'ai déjà répondu, mais je dirais plutôt, et je rejoins entièrement ce qui était dit, l'Afrique reste une terre d'innovation et le numérique est un bon exemple. Après, je pense que les opérateurs comme Orange ont un rôle à jouer sur la dimension usage et en sortant les télécoms. Le président l'a dit, Orange Money était très concurrencé parce que Orange a gardé Orange Money dans une sorte de commodité sur le paiement. Si demain Orange associe Orange Money avec des services autour de l'agriculture, qui est quand même encore le secteur économique numéro 1 en termes de employés, entre guillemets, autour d'autres services à usage, eh bien, je pense que ça aidera Orange Money et l'Afrique à se développer. Et je suis entièrement d'accord sur ce qui a été dit sur la ruralité. Enfin, c'est un des enjeux, ce qui a un coût aussi quand même, parce que c'est pas neutre. Et je pense que, je terminerai là, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, il y a un géographe allemand, en 2011, qui a fait une carte qui est très célèbre, vous pouvez la trouver sur Internet, qui montre la grandeur de l'Afrique, parce que les cartes qu'on a l'habitude de voir dans les écoles en France écrasent l'Afrique. L'Afrique est beaucoup plus grande qu'on ne le pense en superficie. Et ce géographe a dit, dans l'Afrique, on peut mettre l'Europe des 27, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon. Voilà ce que ça représente en superficie pour ces 1,2 milliard d'habitants. C'est immense. Et donc, il y a cette question, effectivement, de couvrir les zones rurales. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je sais c'est le tremplin. Je vais le laisser, comme ça vous avez vraiment le dernier mot. Mathias. Allez, Mathias. Du coup, moi, ça serait de construire sur la collaboration qu'on a avec le groupe Orange. Parce que c'est vrai que les telcos, en tout cas de ma perception historiquement, ont une vision assez oligopolistique de leur marché, alors que sur les nouveaux relais de croissance, notamment les services financiers, c'est des marchés qui ne sont pas du tout oligopolistiques. Et au contraire, je pense que les telcos ont maintenant une vision beaucoup plus plateforme. Et comme ils ont les infrastructures, comment ouvrir ces infrastructures et tout en gardant effectivement l'objectif stratégique d'avoir un EBITDA le plus élevé possible. Donc voilà.
Merci collaboration beaucoup. écosystème. Collaboration écosystème. Et donc, je vais laisser Anne-Solène Gay pour le dernier mot avant que mon collègue vienne nous pousser de l'estrade. Non, c'est passionnant, hein, franchement. Écoutez, le réglementaire n'est pas toujours perçu comme un facilitateur, loin s'en faut, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience en Afrique, et c'est sur ça qu'il va falloir que les acteurs capitalisent à l'avenir, une prise de confiance que le numérique est un vecteur de croissance, et que donc la réglementation doit non pas entraver, mais soutenir et accompagner, notamment aussi accompagner pour permettre une adhésion de la population à ces nouveaux services, parce que si on veut que les gens aient recours à ces services, il faut qu'ils soient rassurés, qu'ils soient en confiance. Donc il faut aussi développer tout ce qui est protection du consommateur, gestion des données à caractère personnel, etc., pour éviter qu'il y ait un mouvement de défiance qui empêche que le numérique vienne servir la croissance. Merci à tous les quatre, Anne-Solène Gay, Mathias Léopoldi, Jean-Michel Huet et Dorothée Vignal. Vous pouvez les applaudir. Hein. Merci. Ils ont en un temps record partagé les points clés. Et ce qu'on retient pour Orange, c'est qu'ils participent à cette croissance économique, qui a un rôle clé dans l'innovation, avec un impact sociétal et puis une compétitivité accrue grâce aux différents nouveaux projets que vous êtes en train de porter. Merci à tous les quatre. Merci à tous et merci Léo Caddy, merci pour ce challenge.